je n'aurai pas oublié. Et je vous laisse la parole à tous les deux et merci encore de votre présence. Diana, tu peux y aller. Diana. Ou Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Pour nous, c'est un vrai plaisir de partager ce matin avec vous, hein, et bon, avec notre collaborateur Pierre et Boudou Lamotte. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre participation et de votre accompagnement dans ces moments si difficiles pour tous, hein, parce que notre industrie a été fortement touchée. Et bon, c'est pour nous, c'est très positif et je pense que c'est très, très confortable aussi de pouvoir partager avec vous tous les éléments les plus importants de la destination Cuba. Tout d'abord, bon, on va partager la présentation, ok? Comment on va organiser bon, la présentation? On va, dans un premier moment, vous parler des situations actuelles à Cuba par rapport bon, au protocole sanitaire, les conditions d'entrée à Cuba. OK? Après, on fera bon, un petit description peut-être pour bon, les atouts les plus importants de Cuba, que sera mon collaborateur Pierre, qui fera ces parties de la présentation. Et après, je pense qu'on l'espère que vous pourrez nous poser toutes les questions dont vous en avez besoin. OK? C'est en général, c'est notre désir et on commence. Hein? Alors, on commence. Bon, tout d'abord, on va vous partager quelques éléments très importants par rapport aux les conditions d'entrée à Cuba. C'est la première question que nous posent tous les clients qui contactent l'Office de tourisme, même bon, à Pierre, parce que c'est le plus important pour le moment, parce que bon, cette pandémie, malheureusement, il a tout changé, l'industrie touristique. Et bon, à Cuba, comme par la plupart du pays, il faut présenter les résultats du test PCR effectué bon, dans les 72 heures avant l'arrivée ou avant l'embarquement, avant le départ à Cuba. Okay? C'est la première condition qui est mise en place à Cuba pour le gouvernement cubain. Et deuxième fois, bon, c'est remplir un formulaire de déclaration de bonne santé, bien entendu. Et subir un test PCR, que c'est obligatoire pour les voyageurs dès qu'ils arrivent à Cuba, okay? De l'arrivée à Cuba. Et être muni finalement d'une police d'assurance spéciale COVID, que c'est la tendance du marché touristique, bon, en tenant compte de la situation actuelle. Ce sont les quatre conditions, je pense, je dirais, plus générales pour rentrer à Cuba, okay? dans les situations actuelles. Alors, bon, quels sont les protocoles mis en place à destination? Bon, on a établi, les gouvernements cubains, les autorités sanitaires cubaines, ils ont établi des protocoles différents. Et on va parler particulièrement de ce qui nous concerne, que c'est évidemment pour les voyages touristiques. C'est bon, les voyageurs qui voyagent avec les visas touristiques et la carte touristique qu'on achète normalement au consulat et aux agences de voyage, mais qu'ils vont séjourner à l'hôtel. OK? C'est pas pour vont aller pour rendre visite, pour séjourner chez l'habitat ou chez la famille, chez les amis, parce que pour ce cas, il y a d'autres protocoles différents. Pour les cas de voyageurs qui ont réservé le séjour dans un hôtel, bon, ils sont isolés pendant 24 heures ou 48 heures jusqu'à les résultats du test PCR soient connus. Après, ils pourront poursuivre le voyage. Okay? C'est la seule condition qu'on a trouvée, je pense, pour réussir à faire face à la pandémie. Dans tous les cas, bon, c'est partout aussi pour tous les pays. Dans tous les cas, les voyageurs sont invités à se conformer strictement aux mesures mises en œuvre sur la destination. Il y a des restrictions de déplacement. Je pense que c'est très important parce que vous savez que Cuba, c'est par excellence une destination pour les voyages itinéraires, pour les multidestinations. Mais pour l'instant,
on a beaucoup de restrictions pour les déplacements entre les différentes provinces. Donc, il n'est pas possible pour l'instant de faire ce type de voyage pour la découverte de différentes destinations. Ce n'est pas possible. Et alors, on recommande fortement, les autorités cubaines aussi, les séjours balnéaires pour l'instant. Et je pense qu'il faut attendre un petit peu jusqu'à une amélioration de la situation de la pandémie. Mais bon, on a aussi de bonnes nouvelles pour vous, parce que, à Cuba, on est beaucoup développé l'industrie biotechnologique. Et actuellement, Cuba compte 100 candidats vaccins contre le COVID en phase d'essai clinique. Ce sont les prénoms, je pense que ce n'est pas les plus importants, mais il a une gamme très, très large vraiment de possibilités qu'on aura pour les prochains mois pour vacciner, pour immuniser la population cubaine, que ça sera évidemment très favorable par rapport, premièrement pour la population cubaine, mais aussi pour l'activité touristique, pour avoir une vraie reprise touristique sous des meilleures conditions sanitaires. Et ce sont les Soberana 02 et Agdala, ce sont les prénoms cubains, ce n'est pas pour les Français. Évidemment, sont déjà dans les dernières phases d'essais cliniques, c'est la 3e phase. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont immunisées et qui font partie de cette processus pour avoir une campagne favorable de vaccination. Et on prévoit, le gouvernement cubain a annoncé qu'on prévoit peut-être que pour avant la fin de l'année 2021, pour toute la population cubaine sera immunisée. Et on prévoit aussi que jusqu'à le mois d'août, peut-être 4, ce sont les prévisions, ok? C'est pas sûr, mais ce sont les prévisions qu'on a en fonction de l'évolution de toutes ces recherches. D'ici au mois d'août, 4 millions de Cubains seront vaccinés. Je pense que vous ouvrez la porte. Je pense que c'est bon parce qu'on aura peut-être une prochaine saison d'hiver très, très favorable, okay? En rapport aux voyages touristiques. Après, on vous parlera à Pierre, mais on va vous présenter un petit film de la destination pour vous transporter, bien que virtuellement, à Cuba. OK? Pas? Oui. Ben, Il n'est pas? non, parce qu'apparemment, il n'est pas dessus. Là. Bon, on continue et à la fin, on va vous montrer les films, OK? Parce qu'on a changé de PC. C'est peut-être quelques soucis de... OK, je laisse la parole à Pierre avec tout le plaisir. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin, OK? Allez-y, mon collaborateur. Non. Attends, je vais essayer de me mettre là. Voilà. Bonjour à tous. Je salue particulièrement d'ailleurs toutes celles et tous ceux que je connais. J'en connais un certain nombre. Donc, merci d'être là. Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire que nous, Diana et moi-même, sommes à votre disposition pour vous aider. Je crois que l'essentiel, c'est qu'on est tous dans le même bateau, c'est qu'on puisse s'entraider pour que les saisons reprennent et que les ventes reprennent et que l'essentiel, c'est que nos compatriotes puissent découvrir cette belle destination et que, ne serait-ce que pour ça, ce serait bête d'être en panne parce qu'il y a une question à laquelle vous ne savez pas répondre. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Donc, en fait, l'intérêt, c'est justement que vous sachiez que nous sommes des interlocuteurs permanents, gratuits et avec le meilleur accès. Alors, on va parler de cette destination
j'ai toujours coutume de dire que c'est une destination qui, quelque part, est un petit peu atypique, mais on va voir pourquoi. Là, vous avez sur cette carte une présentation de la position géographique de Cuba. Je ne vous ferai pas honte en vous disant que vous, agent de voyage, vous ne savez pas où c'est, mais vous savez mieux que moi que nos clients, vos clients, ne savent pas toujours et que quelquefois Cuba est placé un petit peu différemment. Donc en fait ici vous avez la position exacte, très proche d'Haïti, pas loin de la Floride, hein, du grand voisin, ni des Bahamas et pas loin du Mexique non plus. Donc en fait ça va nous donner quelques conditions. Juste un petit rappel pour dire que Cuba est une destination qui est composée de 15 provinces. Et ces 15 provinces que vous avez sous les yeux, vous le récupérerez sur les documents qui vous seront envoyés, ont la particularité d'avoir chacune leur personnalité, mais d'avoir chacune de multiples atouts touristiques. On peut dire globalement qu'on peut tout faire à Cuba. Dans une conférence d'un groupe d'agences, un monsieur a levé la main en me disant « c'est pas vrai, l'activité que j'ai l'habitude de pratiquer, je ne peux pas le faire à Cuba ». Je lui ai demandé laquelle c'était. Il m'a répondu « l'escalade ». Je n'ai pas pu lui dire autrement que de dire « objection, votre honneur ». Je prendrai juste un exemple, c'est que si vous allez dans les environs de Vignales, il est possible de faire de la varap, hein, de l'escalade, sur les fameuses mogotes, ces montagnes caractéristiques de la région, et qu'il y a un certain nombre d'itinéraires qui sont disponibles. Si vous allez agir à Ribara, c'est pas loin d'Holguín, même chose, vous avez des possibilités de varap. Donc on peut tout faire à Cuba. Bien souvent, vos clients, quand ils pensent à Cuba, pensent bien sûr à la mer et à tout ce qu'on peut faire autour, dessus, dedans, dessous. Ils pensent à la culture, les villes coloniales, mais ils ne pensent pas à un certain nombre de choses et c'est sur ces points que j'aimerais attirer votre attention ce matin. Alors, si on regarde un petit peu globalement quelques images qu'on pourrait qualifier d'images d'Épinal, vous les avez sous les yeux. Évidemment, il y a des images qui viennent immédiatement à l'esprit. Ce sont les fameuses mogotes dont on parlait dans la région de Vignales. Bien sûr, la vieille Havane avec ses places et ses sites qui sont classés par l'UNESCO. Santa Clara, la ville du Che, etc., etc. Donc, en fait, simplement pour illustrer que où que vous alliez à Cuba, vous avez toujours un large choix de curiosités touristiques et qu'il est possible, en se positionnant sur un point, de pouvoir rayonner autour et d'avoir un programme qui ne sera jamais le même d'une journée à l'autre et qui pourra combiner les aspects culture, les aspects nature, les aspects balnéaires, activités sportives, etc. etc. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on ne peut aller qu'à La Havane. Mais sur place, si on loue une voiture, ou si on utilise les bus locaux, ou encore si on prend quelques vols domestiques, il est aisé d'aller dans d'autres régions, dans d'autres provinces. Après, vous le savez très bien, c'est une question de temps. Hein, on ne peut pas tout faire. Alors, la diapositive suivante, justement, nous permettra d'insister sur ce côté trajet. C'est que, comme je le disais, on peut se déplacer facilement à Cuba. N'oublions pas que l'île, dans sa plus grande longueur, a 1250 km donc à parcourir et que, sauf de prendre un avion, il est quand même compliqué de passer une soirée à La Havane et le lendemain d'être à Baracoa ou à Santiago de Cuba. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous autres, Européens, et Français en particulier, on a toujours tendance à penser au kilométrage. À Cuba, il faut penser différemment. C'est-à-dire qu'en fait, certes, les routes sont globalement très bonnes,
mais il vaut mieux considérer le temps de trajet que l'on peut mettre d'un peu. Quelques petits exemples. 2h30 en moyenne de trajet pour aller de La Havane à Vignales, 2 heures pour aller sur la plage de Varadero, à peu près. Ah, la connexion Internet est instable, ça on le sait déjà. C'est vrai, Pierre, c'est vrai que c'est un peu instable. C'est vrai que c'est un peu instable, mais on arrive quand même à te réentendre. Pardon? Non, je disais, c'est vrai que c'est un peu instable. Oui, on t'entend. Des fois, c'est vrai que ça ralentit ou il y a des petites interférences, mais on arrive globalement à bien t'entendre. Mais 14 heures pour aller de La Havane à Santiago de Cuba. Donc là, du coup, je ne vois plus la carte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais mettre ça en veilleuse. Donc, toujours avoir cette idée en tête. Ah, je ne peux plus y aller là, c'est bizarre. Il faut aller là. On a un petit souci technique. Attendez, ça va, on va le résoudre. Apparemment, on a changé de logiciel. Qu'est-ce qui a passé? Bon. Qu'est-ce qui a passé? Je ne sais pas. Ah, ça y est. OK. Donc là, vous avez un petit récapitulatif, mais je pense que pour bon nombre d'entre vous, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire, en fait, en termes de passeport. Monsieur Jean-Charles, je te salue. Passeport en cours de validité le jour de retour en France, ça vous le saviez. La carte de tourisme, qui est l'équivalent d'un visa et qui coûte environ 25 €, ça dépend où vous l'achetez, on y reviendra peut-être. Et bien sûr, l'assurance voyage à laquelle faisait allusion Diana tout à l'heure. Et c'est très important, surtout qu'il y ait cette clause qui concerne le Covid-19. En ce qui concerne le climat, c'est un climat tropical humide. Il fait quasiment toujours beau à Cuba. Il y a 330 jours d'ensoleillement par an. Sur 365, c'est quand même assez génial. La durée du vol, bon, si on va entre Paris et La Havane, c'est de l'ordre de 9h40. C'est un petit peu plus court quand on va à Santiago de Cuba, puisque je rappelle que la compagnie Air Caraïbes devrait reprendre ses vols sur Santiago et ce sera encore une fois la seule compagnie à assurer ce service. La langue parlée est l'espagnol et la monnaie officielle, le peso cubain. Comme vous le savez peut-être, c'est qu'il y avait 2 monnaies jusqu'au mois de janvier, il n'y en a plus qu'une seule maintenant. C'est le peso cubain qui est pour tout le monde, qu'il soit pour les Cubains ou qu'il soit pour les visiteurs. Pierre, est-ce que je peux t'interrompre 3 secondes? Je m'interroge et je vois qu'il y en a quelques-uns sur le chat qui le font également. On ne voit pas de diaporama, c'est peut-être normal, hein, mais… Vous ne voyez pas le diaporama? Non, c'est que tu as arrêté le partage d'écran. Je pense qu'il faut que tu repartages ton écran, si tu veux bien. Alors, moi, je n'ai rien touché du tout, mais ça s'est bougé, peut-être? Ouais, c'est Diana qui doit repartager. Je vais essayer. Ah, voilà. Ah, oui. Merci beaucoup. Ok, alors, il faut revenir sur le… Non, enfin, après, on a compris pour le passeport, la carte touristique et tout, continue. Ah, oui. Ouais, on a un petit souci, oui. Désolé alors pour cette manip. Ok, on y va. N'inquiétez pas, hein? Voilà. N'inquiétez pas que ça arrive. Hein? Ok, voilà. Continue. Je me disais aussi Pierre, oui. Pierre, est-ce que je peux en profiter parce qu'il y a une petite question, là, oui. Le temps que Diana remette la chose en route. On parlait de tests PCR à l'arrivée.
sur le sol cubain. Est-ce que ce test est à la charge des clients ou est-ce qu'il est inclus avec le prix du billet? Et s'il est à la charge du client, combien faut-il compter à peu près pour un test? Puisque de toute façon, le prix d'un test est intéressant à savoir, puisque pour revenir en France, il nous en faut un. Donc, je présume qu'il faudra le faire avant de partir sur place également. Est-ce que vous avez une idée des tarifs? Non, cher Magali, okay? Mais le texte pour le retour en France, il coûte $30. 30 $. Ah, 30 dollars. Par contre, Diana, excuse-moi, ça n'a pas été très clair pour des raisons juste techniques de sono. Tu peux répéter ce que tu as dit pour le test de l'arrivée? Il est à la charge des clients? Oui, non, pour les tests de l'arrivée, est gratuit pour tous les voyageurs. Okay? D'accord, ok. Oui. Parfait, parfait. Et donc, juste prévoir le prix du test pour rentrer en France, qui sera à peu près d'une $30. Merci. Oui, non, de rien, avec plaisir. Continue. Est-ce que vous voyez bien l'écran maintenant? Oui, le parfait. PowerPoint, oui. Alors, attends, je vais faire quoi? Je vais faire ça. Ok. Parce que je comprends pas pourquoi le. C'est la question de transport, etc. Oui, alors, bon, je suis désolé parce que du coup, là, on a dû zapper une ou deux diapositives, mais on va essayer de les retrouver après. En fait, en termes de transport, donc la compagnie Cubana d'Aviation dessert Holguín et Santiago de Cuba. Il y a d'autres vols domestiques en temps normal qui n'opèrent pas pour le moment. Je serais tenté de dire, puisque nous ne sommes pas là pour vous raconter la messe, comme dirait l'autre, c'est que effectivement, méfiance pour le moment sur les vols domestiques. Donc en fait, c'est vrai que bon, les conditions sont un petit peu compliquées. Je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu que l'essentiel des vols reprennent et que vous puissiez effectivement conseiller et vendre à vos clients des extensions possibles. Bon, il y a bien sûr Viazul, qui est la compagnie de bus. Sur la diapositive figurent également les bus qui sont les bus d'excursion, mais que vous connaissez dès lors que vous utilisez des tours opérateurs, puisque forcément les tours opérateurs pour leur groupe de touristes travaillent avec ces compagnies. Et les compagnies de location de voitures, je rappellerai quand même quelque chose à ce sujet, c'est que, n'ayons pas honte de le dire, le parc est sous-dimensionné par rapport à la demande, puisque en ce qui concerne ne serait-ce que la clientèle française, il y a de plus en plus de demandes de circuits individuels et de circuits personnalisés qui font qu'on a un petit peu du mal à suivre, puisque bien sûr, nos compatriotes voyagent quasiment tous à la même période, vous le savez mieux que moi. Donc, en fait, il y a lieu de s'y prendre quand même relativement à l'avance pour être sûr de pouvoir réserver la voiture du bon format. Voilà, en ce qui concerne l'hébergement, il est très varié à Cuba. Donc, en fait, ça va de la chambre chez l'habitant jusqu'aux chaînes allant jusqu'aux 5 étoiles qu'on pourrait qualifier de luxe. Hein. La chaîne Kempinski que vous connaissez et que vous vendez peut-être dans d'autres pays s'est établie à Cuba et elle est présente notamment avec deux établissements, un à La Havane et un qu'on apercevra tout à l'heure. Mais dans les grandes chaînes internationales comme Melia ou comme Blue Diamond, etc., vous avez également des établissements qui sous des marques souvent particulières. Je pense à Blue Diamond avec Royalton, ou je pense à Melia avec tout ce qui est concierge service, etc., procurent des prestations qui sont vraiment de haute gamme, hein, de haute volée. Voilà, en ce qui concerne la restauration, pour ceux d'entre vous sont allés ou ont déjà vendu ce genre de choses, bon, c'est souvent des choses que le client organise sur place. Ça va du restaurant d'État, donc avec des prix variables, mais aussi au restaurant privé, hein,
que ce soit les paladars ou que ce soit les casas particulières, quand un client descend dans une casa particulière. Ce que je dirais pour bien connaître et adorer la destination, c'est que on assiste maintenant dans les paladars, les restaurants privés, à des expériences culinaires très intéressantes, puisque les chefs, qui sont souvent de jeunes chefs, sont rentrés frais et moulus de stage dans des pays divers, et notamment en Europe, et arrivent à marier les saveurs entre la tradition cubaine et des saveurs venues d'ailleurs. Et on les mange en général très très bien et pour un prix relativement abordable. Ce n'est pas un prix cubain, si je veux dire, mais c'est un prix vraiment très abordable et c'est très varié. Et on en trouve de plus en plus, comme vous le savez, puisque avec l'auto-entrepreneuriat local, eh bien, il en est régulièrement. Alors, on en vient justement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut tout faire à Cuba, on peut y aller bien sûr pour le soleil et la plage, mais ce que j'ai toujours coutume de dire à mes amis cubains, c'est que nous avons aussi, et vous avez, et vous, dans votre région, de belles plages, donc ce n'est pas vraiment forcément une motivation unique de nos compatriotes, mais ça peut en être une, surtout quand il fait moins 15, en plein mois de février et qu'on a besoin de se changer les idées, c'est clair. La culture, bien sûr, mais ça peut être aussi l'événementiel, puisque un certain nombre de festivals, de grands rassemblements se passent sur la musique, la danse, etc. On va regarder ça ensemble. J'ose pas parce que là, voilà, comme c'est pas mon système. Alors, ce que nous voulions vous dire aussi, c'est que comme les motivations sont multiples, ayez toujours en tête de penser au combiné. Un certain nombre de nos amis tour opérateurs les proposent, mais si vous êtes amené à construire à la carte un voyage pour vos clients, pensez que, encore une fois, en se positionnant sur un point, on peut tout faire. Je vais prendre un exemple. Si vous allez à Trinidad et que vous logez les clients dans un hôtel de Trinidad qui peut être en ville ou qui peut être au bord de la mer, Ancón, la péninsule d'Ancón par exemple, eh bien, autour de Trinidad, vous avez la vallée de Los Ingenieros, vous avez le parc naturel Topes de Colliantes, vous avez la ville elle-même, bien entendu, vous avez la possibilité d'aller vous baigner dans les cascades, etc., etc. Donc, en fait, on peut rayonner tout autour, passer quelques jours au même hôtel. Nos clients, et vous le savez bien, et mieux que moi, adorent rester sur un point et faire des circuits en étoile autour de l'hôtel. Eh bien là, il y a cette possibilité, avec toujours le charme de l'hôtel tout compris, qui permet de venir faire la sieste au bord de la piscine et de repartir après pour aller se balader. Donc ça, très important, le combiner. Et où que vous alliez à Cuba, vous avez souvent la possibilité justement de combiner l'aspect culturel avec la ville coloniale et ses monuments, ses musées, ses aspects divers, la visite de ville tout simplement, et à côté d'avoir la nature avec des montagnes, on va le voir, et la plage. Alors, vous avez sous les yeux une carte qui vous montre les principaux massifs montagneux. Bon, le territoire cubain n'est pas tout plat, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a de nombreux paysages différents. Là, ici, sur cette carte, vous avez les principales chaînes, en sachant que, comme on le disait tout à l'heure, certains de vos clients sont intéressés par tous les aspects randonnée qu'ils peuvent faire à pied, mais aussi à bicyclette, pardon. Et maintenant, même avec des bicyclettes à assistance électrique. Ça me plaît bien parce que j'ai un vélo qui ne monte pas les côtes, moi. Donc, c'est toujours agréable de savoir qu'on peut louer ce genre de choses à Cuba et faire de très belles balades. On peut aussi s'intéresser à tout l'aspect économie de montagne avec ce qu'on connaît. Hein. Bon, les montagnes ne sont pas très hautes, mais enfin, le Pico Turquino, comme vous le voyez sur cette carte,
au sud culmine quand même à près de 2000 mètres de haut. Donc, on commence à être aussi dans une économie de montagne avec les produits y afférents. Vous avez là? Non, c'est là. Voilà. Également, certains de vos clients sont très attachés, où qu'ils aillent, par l'aspect écologie, d'une part, et par l'aspect tourisme animalier. Bon, il y a des fans de safari photo, des gens qui s'intéressent aux oiseaux. Cuba est une terre de transit pour de nombreux oiseaux migrateurs, et vous trouvez dans ces zones protégées eh bien, toutes les garanties de trouver de nombreuses espèces, et souvent d'ailleurs des espèces endémiques. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais vous l'aurez dans les documents qu'on vous enverra après. En ce qui concerne la mer et les plages et la plongée et tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, vous avez sur cette carte les principales zones. Bon, vous savez aujourd'hui que la mode est au Cayo, donc des îlots qui sont bien développés maintenant en ce qui concerne l'hébergement, avec une particularité, c'est de trouver aussi, je dirais, un petit peu tout ce qu'on veut en termes d'hébergement, mais à contrario, d'être un petit peu prisonnier du côté balnéaire. Donc, en fait, en gros, si on n'aime pas nager, si on n'aime pas plonger, c'est peut-être pas forcément l'idée d'y aller. Mais c'est vrai que certains d'entre eux peuvent procurer des jours de repos, de détente, notamment en famille, avec toutes les activités qui vont avec. Beaucoup de ces cayos sont reliés à l'île principale de Cuba par une route sur la mer. Donc, en fait, c'est moins compliqué que d'être obligé d'attendre un bac ou d'être tributaire d'horaires de bac. Alors, sur ces images que vous voyez maintenant, on a essayé de récapituler un petit peu tout ce qui est incontournable. C'est vrai que, dans la mesure du possible, aller à Cuba sans voir ces sites serait un peu incongru. Mais ceci étant, après, tout dépend de ce que le client cherche, et surtout de savoir si c'est un repeater ou non. Mais il y a de quoi faire à Cuba, comme on le disait tout à l'heure. En fait, 111 000 km² sur la totalité du territoire. Pour vous donner une idée plus proche de nous, c'est la superficie du Portugal. Et 11 millions d'habitants, 111 000 km², 11 millions d'habitants, c'est facile à retenir. Donc, en fait, les caractéristiques sont celles-là. Le mélange surprenant de culture, de patrimoine, d'histoire et nature, je pense que c'est ce qui fait le charme de Cuba. C'est probablement pas la seule destination de ce type, mais elle est particulière à cet effet. L'hospitalité cubaine, c'est bien sûr pas une légende, et une authenticité locale. Je crois que l'histoire récente de Cuba a fait que c'est un peuple débrouillard, qui est très, très tourné vers l'autre, et qui est très accueillant. Donc ça, c'est surtout très important. Là, vous avez la suite de certains sites, bon, comme Santiago, comme Baracoa. Alors Baracoa, c'est, vous savez, peut-être avec Ribara, la dispute de savoir où Christophe Colomb a mis le pied le premier. Quand vous allez à Baracoa, vous avez une plage sur laquelle vous voyez le site sur lequel Christophe Colomb a mis le pied, et quand vous allez à Ribara et que vous lisez les carnets de route de Christophe Colomb, vous découvrez une montagne qui est probablement celle qu'il décrit dans ses carnets. Donc, bon, il y a un doute, mais en tout cas, c'est une ville intéressante et qui est tout à fait à l'est de Cuba. À destination, nous en parlions tout à l'heure, il y a un formidable développement de l'hébergement. Alors, encore une fois, à chaque client correspond des attentes particulières, et il faut tout pour faire un monde. Donc, en fait, certains des clients
sont certainement des clients dédiés à l'authenticité, au contact avec la population et préfèrent aller dans des casas particulières. Mais beaucoup de clients aiment bien, pendant leurs vacances, avoir un minimum de confort et surtout un maximum d'activités possibles. C'est le cas dans ces nouveaux hôtels. Alors, ce sont souvent des grands resorts qui comportent un grand nombre de chambres, mais si j'ose la comparaison, c'est comme à bord d'un grand bateau de croisière. C'est-à-dire que plus le bateau est grand, plus vous avez de la chance de trouver votre petit coin. Plus l'hôtel est grand, plus vous avez la chance de trouver des restaurants différents, des activités différentes, des lieux différents, des plages différentes, des piscines différentes. Donc, ce qui fait que je crois que l'intérêt, c'est celui-là, hein, c'est de pouvoir avoir le choix. Le Melia Trinidad, par exemple, qui est un des hôtels qui doit ouvrir pendant l'année, mais qui est quasiment terminé, va vous permettre de mettre sur pied, par exemple, un programme comme celui que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir la possibilité de séjourner là et de faire un certain nombre de choses autour. Le Nouvel Iberostar aussi, bon, ce sont des hôtels tout compris. Alors lui, il est plutôt à Guadalavaca, c'est Holguín, hein, en gros, schématiquement, Playa Esmeralda, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le développement d'un certain nombre de complexes qui, comme celui, par exemple, du boulevard de Varadero, qui permettent d'avoir un peu tout sous la main, d'avoir des boutiques, des cafés, des restaurants, des choses comme ça. Alors, on y trouve des choses un peu étonnantes, comme la maison des Beatles, par exemple, ou des choses comme ça. Mais chacun voit midi à sa porte. Mais de voir en tout cas de nombreuses occasions de pouvoir vivre la musique cubaine avec des endroits où il y a des orchestres live, etc., etc. À gauche de l'image, le Cayo Guillermo Resort Kempinski, c'est l'un des deux hôtels dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez que le style de l'hôtel n'est pas trop cubain, hein. Il s'apparenterait plutôt à ce qu'on trouve sur les Maldives ou les choses comme ça pour ceux qui l'ont. Mais c'est ce que la clientèle aime, donc pourquoi faire autrement? Alors dans les expériences incontournables, il y en a une qui est vraiment très chère à mon cœur, ce sont les voitures américaines, évidemment. C'est un musée à ciel ouvert. Plus de 50 000 voitures américaines dans tout Cuba. Il n'y a pas un seul endroit où vous n'en verrez pas, et surtout, il n'y a pas un seul endroit où vous ne serez pas tenté et où le client ne sera pas tenté de se promener avec. J'ajouterais un petit conseil, c'est que toutes ces voitures sont magnifiques. Elles ne sont pas toutes très agréables pour faire des longues distances. Donc, c'est vrai, et pas toujours très confortable pour faire de longues distances. Donc, autant ça peut être sympa, voire rigolo, pour visiter une ville ou pour se promener sur une courte distance, sur des longues distances, c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que dire encore? Un mojito. Oh là, j'en rêve depuis des mois, mais je fais le vrai à la maison, je vous rassure. Donc, c'est vrai que ça, ce sont des choses qui sont incontournables. On peut se balader à Vignales. Alors, à Vignales, je dirais, on peut le faire à pied, à cheval, à bicyclette, en voiture. Vous avez même à Cuba, et certains d'entre vous le savent, la possibilité de faire des circuits en Harley Davidson. Pour les amateurs de moto, ils peuvent le faire aussi à Cuba. Plonger dans le temps à Trinidad, oui, c'est la ville musée, si on peut dire, de Cuba. C'est une ville étonnante dans laquelle on croise encore des choses qui auraient pu se passer au Moyen-Âge ou presque, hein, des gens qui se baladent sur un cheval, sur une charrette tirée par des chevaux. C'est quelque part un côté magique. Bon, la salsa, évidemment, mais la salsa, vous pouvez la danser à Bordeaux ou ailleurs, ou dans la région, mais rien de tel, évidemment, que de pouvoir la danser. Ce qui est génial quand on danse comme un pied comme moi, c'est que quand on danse avec une Cubaine ou un Cubain, on a l'impression de savoir danser, c'est génial. La rencontre avec les habitants, pas seulement autour d'une salsa, pourquoi pas. Je crois que le vrai conseil, et n'y voyez pas des propos d'alcooliques, c'est de fréquenter les bistrots.
où que vous alliez, le fait d'aller passer du temps dans un bar, c'est vous imprégner vraiment de l'ambiance cubaine. D'abord, vous allez avoir certainement de la musique, vous allez avoir la possibilité de danser si vous aimez ça, mais vous allez avoir surtout la possibilité de rencontrer des autochtones, comme on dit, et de pouvoir échanger. Ça, c'est un grand moment. Et ce que je reproche volontiers à certains tour opérateurs, je connais bien le métier, j'étais 14 ans chez un Théo, c'est probablement d'avoir des programmes qui, quelquefois, sont un petit peu remplis ou un peu trop remplis. Et pourvu qu'on ait un aléa, qui peut être un aléa climatique ou un problème sur la route ou autre, on n'a plus le temps, et le client n'a plus le temps de passer le temps, justement, dans ces endroits. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, certains, Théo, d'ailleurs, l'ont intégré de façon à laisser le temps aux clients, justement, de s'imprégner de cette culture cubaine. Se rafraîchir dans les cascades, je connais bien les Antilles françaises, je sais ô combien certaines cascades sont prisées par les clients. Eh bien, sachez que vous trouvez exactement la même chose à Cuba, et quelquefois avec des chutes d'eau qui sont tout à fait spectaculaires. Ce sont certes pas celles de la Réunion, mais pas loin. C'est la dernière. Ah oui. Alors, est-ce que on a fait un survol, on va dire. Est-ce que vous avez des questions à poser, Magali? Oui, alors j'ai noté quelques petites questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Pierre. Ça donne bien entendu énormément envie d'y aller. En plus, ici sur Bordeaux, il fait un peu gris et froid aujourd'hui. Donc, parler de baignade, de soleil, de mojito, de bonne ambiance dans les bars, etc., tu nous fais rêver, vraiment. Donc, vivement qu'on puisse y aller, outre tous les à côté, j'ai bien compris que effectivement, il y avait aussi 1000 activités autres à faire sur Cuba et on en est enchanté. Alors, dans les questions que j'ai pu noter, Mélanie nous avait demandé les spécificités concernant le marché groupe. Alors, je ne sais pas si Mélanie voulait parler par rapport au protocole Covid ou autre, mais est-ce que tu as deux mots à dire concernant le marché groupe en général sur Cuba et en ce moment avec le Covid, bien entendu? Je vais te laisser Diana pour répondre. Oui, l'un ou l'autre. Pour les groupes. Pour les groupes. Bon, pour l'instant, bien que c'est les voyages de groupe, que c'est le plus convenient pour une destination comme Cuba, bon, on n'encourage pas ce type de voyage pour l'instant. C'est compte tenu de toutes les restrictions qu'on a sur place, surtout pour profiter des circuits touristiques, que c'est normalement les groupes qu'on organise et profitent normalement des voyages itinéraires. Mais je pense que dans quelques mois, on pourra vraiment profiter de toute l'offre touristique cubaine. Et normalement, bon, les hôteliers à Cuba et tous les réceptifs cubains, ils ont déjà signé les contrats avec les tour opérateurs sur le marché français, bon, y compris les groupes. Mais bon, je pense qu'il faut reporter un petit peu ce type de voyage jusqu'à la campagne de vaccination avance à Cuba et même en France, parce que bon, la situation c'est vraiment complexe, on a vu. Bien sûr, Diana. Les résultats de la pandémie en France, bon, c'est vraiment préoccupant. Après, tout à l'heure. Que Canton tendre à améliorer la situation sanitaire à Cuba, bon, tout sera comme d'habitude. Diana. L'offre touristique générale de Cuba. Diana. Oui. Tout à l'heure, Pierre, tu disais au niveau des voitures que c'était pas force, il fallait s'y prendre à l'avance pour trouver des voitures de location. Quand on trouve une voiture, si on veut faire Cuba en liberté, est-ce que les routes, est-ce que le réseau est convenable? Est-ce que les indications, les panneaux sont corrects aussi, sont bien indiqués? Est-ce qu'on n'a pas tendance à pouvoir se perdre? Est-ce que les routes sont confortables? Et enfin, est-ce que les véhicules sont munis de GPS? Et si oui, est-ce que ça fonctionne correctement?
Bon. J'ai beaucoup de questions, je suis désolée. On souhaiterait d'avoir de meilleures conditions à Cuba. Hein. Je pense que Pierre pourra vous commenter un petit peu, vous répondre, hein, mais bon, on a quelques problèmes d'infrastructure, on dirait. Et il faut éviter surtout de conduire pendant la soirée. OK? D'accord. Et GPS, vous avez des GPS dans les véhicules de location? Alors, le GPS tel que nous le connaissons ici en France n'existe pas à Cuba, mais en revanche, il existe un certain nombre d'applications qui marchent très bien. Maps.me, par exemple, et surtout Camino, qui est relativement récent. Alors, pour répondre à cette question, je vais noter, je vais vous envoyer avec les éléments quelque chose qui concerne Camino. Et l'avantage de Camino, c'est que ce n'est pas seulement une application qui vous permet d'avoir le chemin, mais c'est aussi une application qui vous permet de savoir sur un point quels sont les centres d'intérêt, quels sont les restaurants, quels sont les points. Et ça vous permet même, si vous le souhaitez, de pouvoir réserver. Car à Cuba comme ailleurs, quand on est deux pour en rentrant dans un restaurant, c'est facile. Mais quand on est une petite bande, ça devient un peu compliqué. Donc là, il y a même cette possibilité. Ça marche formidablement bien. C'est une application qu'on télécharge au départ de France et qui vous donne. Maps.me, pour parler de cette application, elle est précise à 2 mètres près. Oui, mais Pierre, ces applications, merci de l'information, c'est précieux. En revanche, quand tu es sur la route à Cuba, est-ce que ton téléphone arrive à se connecter? Est-ce que tu peux avoir accès à l'application? Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Complètement. Alors, c'est offline, oui. Ah, c'est offline, pardon. Ok, d'accord. Eh bien, ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on n'utilise plus vraiment le téléphone, on utilise cette application qui prend le relais. Mais ça marche très, très bien. Hein. Okay. Alors, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'elle est formidable, mais elle ne fait pas le morito. Hein. Bon, mais d'accord, c'est bon à savoir. Merci de l'info. Je rebondis juste sur une petite chose tant qu'on est sur les voitures. Christelle qui parle des compagnies d'assurance, effectivement, qui sur place essaient de revendre des assurances supplémentaires à nos chers clients et de leur faire payer en espèces. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christelle. Ça ne se fait pas qu'à Cuba. Hein. On voit ça aux États-Unis, on voit ça partout. Ils essaient toujours, les compagnies de location, de revendre des options supplémentaires, même si ces options ont déjà été prises au préalable. Mais c'est bien quand même de le spécifier. Il faut préciser aux clients que sur place, on essaie toujours de vous revendre des choses qui parfois sont déjà incluses dans les contrats. J'ai Myriam aussi qui nous a demandé la qualité des prestations terrestres. Alors bon, Pierre, tu y as quand même plus ou moins répondu tout à l'heure en nous montrant divers styles de logement et de restauration. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et je pense que c'est peut-être pas nécessaire de revenir dessus, sauf Myriam, si tu es là, j'ai pas vu si tu étais là avec nous. Oui, elle est là, Myriam. Si tu veux mettre ton micro et si j'ai mal compris la question, si tu veux la repréciser, tu n'hésites pas, tu peux intervenir. Également, Eric nous a demandé le tourisme durable. Est-ce que tu pourrais, Pierre ou Diana, nous parler un peu du tourisme durable à Cuba? Est-ce qu'il est développé? Est-ce que c'est un principe de voyage sur lequel Cuba s'affaire? Vous m'entendez là? Oui. Diana est en train de pouvoir retrouver la vidéo, mais ça y est, on l'a trouvée. Donc, le tourisme durable, je te demandais, est-ce que c'est développé? Je vais répondre quand même aux 2 questions précédentes. Je n'aurai pas la langue de bois, parce que je ne suis pas là pour ça. Il est vrai que en matière de qualité de prestation de service, il y a eu ces derniers temps, enfin je parle avant l'épisode Covid, donc ça date de 2019 déjà, il y a eu peut-être certains accros. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu un formidable accroissement du nombre de clients à Cuba et que derrière, le temps de former les personnels pour pouvoir être au top en termes de prestations de services prend du temps aussi et que cette adaptation était un peu difficile et qu'elle risque d'être encore un petit peu difficile. Ce que je crois néanmoins,
et c'est le conseil que je donne à tout le monde et à toute personne qui va à Cuba, je leur dis, laissez votre esprit, vos préjugés, vos idées reçues en France avant de partir. Ouvrez-vous, parce qu'avec un accueil et un sourire, des choses passent mieux, et que si on commence à comparer, c'est sûr que dans certains cas, on risque d'être un petit peu déçu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne notamment les grandes chaînes hôtelières, on parlait de Kempinski, je peux vous dire que le patron de Kempinski à Cuba est redoutable vis-à-vis du personnel sur la qualité de service, et que là, on est sûr de la trouver. Mais bien sûr, ce ne sont pas tout à fait des prix toujours très abordables. Ceci étant, je voudrais passer, et ça va me permettre de faire un pont vers le tourisme responsable. Cuba, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est vraiment à la pointe du développement durable. Quand on se promène à la Havane, on est surpris quelquefois de trouver 3 poubelles différentes, les unes à côté des autres, avec des couleurs différentes, pour le tri sélectif. À beaucoup d'endroits, il y a des recommandations qui sont faites aux touristes pour leur permettre de contribuer avec les Cubains à préserver l'environnement. Dans les zones de biosphère, les zones écologiques, il n'est pas question de polluer ces zones, et il y a un contrôle absolument redoutable. On pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est réellement… Alors, entendons-nous bien, ils n'ont pas toujours les mêmes moyens financiers que nous, tant s'en faut. Mais en tout cas, la volonté existe, et chaque fois que c'est possible, tout le monde s'y met. D'accord, merci Pierre. On me demande aussi les cascades. Est-ce que tu peux rappeler où se trouvent les belles cascades dont tu as parlé, s'il te plaît? Pas très loin de Trinidad. D'accord, sur Trinidad. Alors, il faudrait qu'on… Dans la montagne. À Soroa, oui, toute la partie ouest de Exact. Du coup, il y a notamment la fameuse chute à Soroa. Bon, parfait. De Trinidad, mais voilà. J'ai Natacha qui nous demande également un autotour en transport en commun pour les clients qui ne souhaiteraient pas louer une voiture parce qu'ils ont peur de conduire sur place. Peut-on faire d'est en ouest ou d'ouest en est Cuba en transport en commun? En autotour, hein, je parle. Sur le principe, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément recommandé. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Ok, bon, mais ça peut faire des bonnes expériences, et tu disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop remplir les programmes, ça serait une bonne manière de faire un voyage autrement. Oui, en tout cas, c'est une façon très agréable parce qu'elle permet d'atteindre un double objectif. C'est celui d'aller d'un point à un autre, et c'est celui surtout de voyager avec des Cubains. Exactement. Parce qu'il y en a aussi. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est bien. Tout à fait. En voiture, c'est sûr que je vais faire un petit coup d'œil à Diana. Le meilleur moyen d'arriver chez l'habitant, c'est de prendre quelqu'un en stop, parce qu'il ne vous emmènera peut-être pas là où vous voulez aller, mais en tout cas, chez lui, sûrement. C'est une bonne chose. Je garde la dernière question, la meilleure pour la fin, qui est de Eric, qui te demande où est-ce que Christophe Colomb aurait posé son second pied. Puisque tu as parlé du premier pied qu'il avait posé, Eric voudrait savoir le second pied, où c'est qu'il l'a posé. Oui, exactement, oui, c'est ça, oui. Ah, c'est ça, voilà. J'aurais envie de répondre. Il rigole, je le vois, il est écroulé de rire. Le problème de Christophe Colomb, allez, je me lâche, j'assume mes propos. Saviez-vous que Christophe Colomb était le premier socialiste de l'histoire? Parce qu'il ne savait pas où il allait, il ne savait pas où il était, et tout ça avec le pognon des autres. Non, plaisanterie mise à part, Christophe Colomb est une figure quasi omniprésente à Cuba. Bon, il n'a pas fait forcément que du bien, faut être honnête et reconnaître. Mais c'est vrai qu'on le trouve un peu partout. Les historiens se battent entre Ribara et Baracoa. On ne sait plus très bien à quel saint se vouer, puisque quand on va dans la cathédrale
de Baracoa, la vieille église, bon, qui a quand même un statut de cathédrale, on trouve la fameuse croix de Para, c'est-à-dire la croix en bois qui voyageait à bord des caravelles de Christophe Colomb. Mais quand on va à Ribara, il y a cette fameuse montagne, la Célia, qui est décrite dans les carnets. Bon, voilà, mais on va, oui, on va dire que probablement c'est Baracoa. Bon, Voilà. dernière Par contre, petite. Diana me suggère quelque chose, et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est qu'il existe effectivement de grands parcs protégés, et le parc Alejandro de Humboldt est un parc très, très intéressant. Il est situé plutôt vers l'Orienté, hein, donc quand on est dans la région d'Holguín, on peut y aller facilement. Il y a plein de choses à faire. Quand on parlait tout à l'heure de pouvoir tout faire, c'est vrai que la découverte par les parcs de Cuba est une découverte qu'on peut faire un peu partout sur le territoire et qui apporte vraiment quelque chose. J'ai une question qui vient de tomber ensuite, je croyais que c'est Eric, que c'était la dernière, et j'ai Christelle qui nous demande pour un autotour, est-ce qu'il serait peut-être conseillé de prendre l'autotour avec un chauffeur? C'est possible. Mais est-ce que tu le conseilles? Ah, c'est fortement recommandé. Ouais, d'accord. Si les chauffeurs, c'est un chauffeur bon particulier, comme on dit, Hum, privé. hum. Ah, ce sont très sympas, ce sont très, très communicatifs. Hein? C'est une expérience incontournable à Cuba. Hein? Je pense que c'est fortement recommandé. Bon, ben super. Alors, Merci beaucoup. le gros avantage surtout qu'on y voit, c'est que le chauffeur connaît bien la voiture, et s'il y a une panne, comme je le disais tout à l'heure, il sera tellement débrouillard que de toute manière, il pourra toujours s'en arranger. Le problème qui se pose, c'est que les voitures du parc cubain sont dans un excellent état, mais nous autres maintenant, avec les voitures modernes, on a perdu l'habitude même de changer une roue, hein, quand on crève. Donc voilà, c'est le fait d'avoir un chauffeur, c'est quelqu'un qui va connaître les astuces, c'est quelqu'un qui va connaître les bons coins. Voilà, mais ça peut, on va être honnête, c'est que dans le contexte actuel de relations hommes-femmes, ça peut éventuellement faire peur à certaines femmes de confier leur vie, j'allais dire, à un chauffeur inconnu, etc. Donc, en fait, je crois qu'il faut oser le dire, puisque c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes, quelquefois, hésitent. Parce qu'il y a des femmes qui disent, quelquefois, je ne conduis pas, je n'ai pas envie de conduire, je ne me sens pas à l'aise au volant dans un pays que je ne connais pas, etc. Mais quand on lui conseille un chauffeur, ben oui, forcément. Mais en général, de toute façon, le Cubain est dragueur, hein, il faut le dire, mais il n'insiste pas, Donc, s'il comprend que c'est no way, c'est de l'anglais, pardon, que il n'y a pas d'issue, c'est Oui, mais Pierre, quand on prend généralement un véhicule, bon, on peut le louer nous-mêmes et trouver peut-être sur Internet un chauffeur de manière directe. Et là, effectivement, je comprends que ça puisse être un petit souci de se dire est-ce que je peux lui faire confiance ou pas. Mais quand on passe par une agence, un Théo et un réceptif sur place, je pense que il doit y avoir des chauffeurs de disponibles qui sont connus de l'agence et qui sont de toute confiance. Ah non, il Est-ce n'y que a ça pas se fait? d'erreur. Est-ce que ça se fait? Vous avez beaucoup de. Est-ce que tu sais s'il y a des demandes de la sorte sur Cuba avec. Il y a énormément de demandes de voitures avec chauffeur. Très bien. Et est-ce que tu as une idée des prix à peu près qui se feraient? Parce que Natacha nous demande une idée de prix. Si tu n'as pas d'idée, c'est pas grave. Hein, il y aura toujours des réceptifs, Natacha. Je suis désolée, mais il y aura des. Bon, mais voilà, par exemple. On en verra. Eh bien, non, super. Simplement, pour être sûr de m'être bien exprimé. Ce que je veux dire, c'est que je parlais des idées reçues dans la tête des clients. Oui, les chauffeurs sont de bonne qualité, et quand ils sont recommandés par des groupes comme Gaviota, ou alors vous avez en France Novella Cuba, hein, qui est le spécialiste de ça en France, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Simplement, dans l'idée reçue et dans la tête de certains clients, il pourrait y en avoir un. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas y penser ou qu'ils réfutent cette proposition. Mais je crois qu'il faut leur expliquer que c'est possible. Il n'y a pas besoin de permis international, non. Le permis français convient.
Parfait. Le carburant, une idée du prix, si l'un ou l'autre, à peu près. Ça se trouve facilement également quand on a la voiture. Moi, j'ai fait un autotour à Cuba. J'ai aucun souvenir d'avoir eu des soucis de carburant, mais. Non, à l'époque, bon, il y a quelques mois, peut-être une année, on a été fortement touché par une crise très importante bon, dans ce sujet. Mais bon, heureusement, malgré les difficultés bon, par la pandémie, on a résolu de quelque manière ce type de problème à Cuba. Pour l'instant, on n'a pas de soucis. Okay? Bon, l'approvisionnement du carburant, il est comme l'approvisionnement des autres denrées, il est un petit peu fluctuant. Donc en fait, c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure aussi de signalisation, il y a de plus en plus de signalisation, mais il y a des régions dans lesquelles il en manque un peu encore, mais ça va venir. Et en ce qui concerne les pompes, le conseil que je donne toujours, mais je ne le donne pas spécialement pour Cuba, vous pouvez le donner à vos clients pour toutes les régions du monde, c'est qu'il est prudent quelquefois, quand on fait des routes un peu longues, d'avoir une petite réserve. Donc en fait, dans ma valise, moi quand je pars à Cuba, j'ai toujours un bidon en plastique vide qui me sert à prendre. Eric se marre, mais tu demanderas à Annette comment ça se passe. Dis-nous la vérité, c'est pour le rhum. Tu pars avec ta réserve de rhum. Ah bah mince, je suis démasqué. Non, mais plaisanterie mise à part, on met 5 litres de côté, hein, de gasolina, là, et puis comme ça, on est tranquille quoi qu'il advienne. D'accord, parfait pour le conseil. Je vois le temps qui passe. Oui, qui c'est qui voulait me parler? Je vois le temps qui passe. Je vais donner la parole en vitesse. On va regarder la vidéo peut-être. Elle est très courte. Alors attends, 30 secondes. Je laisse Eric intervenir. Qu'est-ce que tu voulais dire, Eric? Excuse-moi. Tu as Myriam qui demandait comment on appelle ça, les carburants. Du coup, j'ai perdu mon truc. Elle demandait s'il fallait comment on appelle ça, le permis international. Ça y est, il a répondu à ça et on vient de parler du carburant. D'accord. Et alors là, moi, j'en ai une. C'est est-ce que Cuba est aussi victime au niveau des loueurs de ces fameuses cartes bleues à débit et non pas immédiat, machin. Là, je sais plus. Il y avait une polémique là-dessus à un moment donné. Vous me posez une colle. La carte bleue, elle est pas très conseillée sur place. On te majore des. Il y a une taxe, hein, oui. Il y a une taxe sur les cartes. Il faut payer en cash à Cuba. C'est quand même une facilité qui n'est pas négligeable. La seule chose, c'est qu'on ne peut toujours pas utiliser des cartes américaines à Cuba, mais ça viendra, ça aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même une sécurité parce que c'est pas toujours facile de partir avec une liasse de billets et c'est plus facile d'utiliser la carte en sachant qu'il y a des taxes, hein, je suis bien d'accord. Ouais. Par contre, les histoires de cartes débit et tout ça, honnêtement, je ne suis pas qualifié pour vous répondre. D'accord, merci. On regarde votre petit film en vitesse et après, comme on est quelques adhérents, pas très très nombreux parce que tout le monde est, chacun a des occupations bien entendu, quelques adhérents de notre belle chère association Atora à qui je voudrais, les adhérents présents, donner un petit peu la parole pour qu'ils fassent un petit coucou et nous dire s'ils proposent cette belle destination. Tu veux qu'on regarde le film avant, Pierre et Diana? Allez, vas-y. Ok, je donnerai la parole après. Merci.
Comme a dit Maëva, c'est vrai que ça donne vraiment envie de vendre, mais surtout d'y aller, oui. Là, il manquait plus que le mojito et pouvoir danser. Alors, j'en profite. Merci beaucoup pour ce petit film, Diana et Pierre. Est-ce que, Patrick, tu es dans les environs? Patrick, est-ce que tes croisières nous emmèneraient faire un petit tour sur cette belle île? Oui, merci Magali. Bonjour Pierre, bonjour Diana. Bonjour. Merveilleux cette découverte. Bonjour aux agences de voyage qui sont présentes. Moi, je suis amoureux de cette destination parce que je l'ai découverte par la mer, puisque moi, je suis spécialiste de croisières. Je représente des compagnies de croisières et je représentais avant une belle compagnie qui faisait Cuba en direct de Paris et des villes de province. Et c'est là où j'ai pu découvrir La Havane, l'île de la jeunesse qu'on ne visite plus d'ailleurs maintenant. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que j'ai vu, bien sûr, un bateau rentrer dans le port de La Havane. Et je voulais poser la question à Pierre. Est-ce que tu sais, Pierre, si l'embargo, s'il y a toujours embargo, parce que les compagnies de croisière ne viennent plus sur La Havane. Voilà. Alors tu me branches sur un sujet qui est cher à mon cœur, qui est sur celui… c'est une question, en fait, combien de temps faudra-t-il à M. Biden pour tenir ses promesses électorales? Dans sa campagne, il avait écrit, pas seulement dit, écrit, qu'il souhaitait normaliser les relations avec Cuba et, si possible, revenir le plus vite possible à tout ce qu'M. Obama avait fait. Ce qui serait déjà très bien, parce que ça permettrait d'une part les croisières, mais ça permettrait aussi au voyage individuel des Américains, donc ce qui ferait probablement des bouffées d'oxygène pour Cuba. Aux dernières nouvelles, puisqu'on a nous avons des capteurs aux États-Unis, un groupe de sénateurs est en train de travailler sur comment assouplir l'embargo, mais pour l'instant, aucune information ne filtre. Et il semblerait que M. Biden, comme beaucoup de dirigeants, soit davantage préoccupé par la santé que par le tourisme, et qu'avant d'autoriser ses compatriotes à voyager, il voudrait être sûr surtout qu'ils soient protégés. Et donc, je pense qu'on en est tous un peu au même point, c'est-à-dire qu'en fait, cette foutue vaccination, mais au rythme qu'indiquait Diana, les Cubains, ils seront vaccinés avant nous. Hein. Ouais. Mais disons que, sérieusement, oui, je pense qu'il y a ça. Mais apparemment, en tout cas, si on lit la déclaration de M. Biden, on devrait y revenir, on va dire, début 2022. Mais c'est un souhait, ce n'est pas un pronostic. Okay. C'est un souhait, je le souhaite vraiment profondément. Parce que moi aussi, j'étais amoureux. Je suis resté 3 jours à La Havane. J'ai profité de La Havane comme pas possible. Et tout ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. J'ai adoré cette ville coloniale. J'ai adoré l'authenticité. J'ai tout aimé. Je suis pire qu'Ernest Hemingway, tu vois. Je suis amoureux et je le souhaite à tout le monde d'aller à Cuba. Mais il y a de quoi être amoureux. Je suis d'accord avec toi, Patrick. Il y a de quoi. Et voilà, merci à Pierre, merci Diana. Surtout des gens, quand Pierre parlait des gens tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une chaleur, les gens sont d'une gentillesse, les mecs un peu dragueurs peut-être, mais qu'est-ce que ça fait du bien aussi, moi je dis. Est-ce que tu vois, ce qui m'a aussi séduit, tu parles des gens, des Cubains, mais ce que j'ai pu voir aussi, il n'y a pas de mendicité. Ils sont fiers, ils sont pas si, ils sont pauvres quand même, hein, mais il n'y a pas de mendicité. C'est vrai. C'est vrai, j'étais sidéré par ça. Tout à fait. Que des sourires, que des sourires. C'est ça, le sourire. Je passe la parole à Eric, si tu as un petit mot à dire sur la destination que tu présentes, bien entendu. Alors, bonjour Pierre, bonjour Diana, merci Magali. Pierre, j'ai une question tout à l'heure. Tu t'es pas présenté en fait, donc si tu pouvais te présenter après, si tu veux, ce serait bien. Moi, pour le compte d'Alba Travel, j'ai effectivement de l'offre online. Ça va être facile. Attends Pierre, on va laisser finir Eric et je te redonne la parole après si tu veux bien. Tout à fait. Donc pour le compte d'Alba Travel, moi j'ai, comment on appelle ça, j'ai de l'offre individuelle, comme on l'a toujours eu.
et la Reza est à votre disposition pour vous aider. Pour du groupe en city break, je peux aussi le faire, même si c'est pas quelque chose que je prône sur Cuba. Je préfère faire appel vous conseiller de faire appel à un DMC direct, notamment par ma collègue Yannick, j'ai invité comment on appelle ça, assister à cette présentation. Alors, je ne pourrais pas lui donner la parole parce qu'elle n'est pas membre de la Torah, donc malheureusement, elle ne pourra pas effectivement vous intervenir. Par contre, je suis à votre disposition pour étudier effectivement les offres par rapport à Yannick qui vous propose du Cuba authentique de 1 à 10 personnes, on va dire, tout produit confondu. Pierre, vas-y, je te donne la parole. Présente-toi. Oui, ça va être relativement simple. Je suis un amoureux de Cuba. Non, je plaisante, pas tant que ça. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. En fait, pour faire court, puisque mes cheveux, ou plutôt mon absence de cheveux ou leur couleur trahissent quand même que je ne suis pas un perdreau de l'année, j'ai passé 14 années de ma vie à être responsable de la promotion du groupe Cuny pour ces 4 marques, 5 même avec émotion. Oui, j'ai l'émotion aussi, mais c'était le nom de la production. Depuis 2008, j'ai ma propre entreprise qui a pour objectif d'aider la promotion des produits touristiques, tout simplement. Et à ce titre, je suis animateur de certains salons du tourisme que vous connaissez peut-être au moins de nom, qui s'appelle Tourissima à Lille, Mahana à Lyon et le Mondial du tourisme à Paris, pour lequel j'ai notamment un plateau de télé. Et ce que je peux vous annoncer, ça va être un scoop pour vous, c'est que nous sommes en train de pérenniser ces opérations et de lancer une web TV du tourisme qui va naître dans les premiers jours de mai et qui va permettre de relayer justement les offres touristiques. Parce que, en fait, et ça va répondre un peu à une question qui est posée tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, pour vous donner mon état d'âme, c'est que j'ai peur qu'un certain nombre de nos compatriotes se privent de voyages parce qu'ils ont peur, pour les uns de prendre l'avion ou pour les autres de se retrouver groupés quelque part. Et cette peur va les paralyser, risque de les paralyser. Donc en fait, à nous tous, vous tous, professionnels du tourisme, il faut qu'on les rassure. Et que effectivement, dans les compagnies aériennes, je pense que Air France a fait la démonstration qu'il n'y a rien à craindre. Et en ce qui concerne les groupes, eh bien c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les mesures barrières, ça existe partout et qu'elles sont respectées aussi bien à Cuba que chez nous. Enfin, j'espère en tout cas, parce que visiblement, ce n'est pas le cas à Marseille. Mais en tout bref, c'est un petit coup de griffe à nos amis PACA. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça. Alors, pour finir par une petite réflexion personnelle, je dirais que il nous appartient à nous collectivement de faire progresser la destination Cuba. C'est notre objectif. Que Cuba soit vendu par l'intermédiaire d'un réceptif local, d'une agence spécialisée ou non, d'un tour opérateur, peu importe, d'un croisiériste, peu importe. L'essentiel, c'est qu'effectivement, c'est que nos compatriotes puissent connaître Cuba. Et comme le risque, c'est que la situation de la pandémie nous fasse attendre un petit peu, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec l'Office du tourisme et avec Mintour, le ministère cubain, c'est de communiquer. Donc, vous pouvez retrouver sur Facebook des infos et des belles images de Cuba, mais de communiquer pour que nos compatriotes finissent par avoir Cuba dans la tête. Bon, mais super. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre et Diana. C'était une superbe présentation. On a vraiment super envie d'y aller. Oui, mon petit Eric. Oui, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire que je ne me suis pas présentée. Mais tu as raison, j'allais oublier. Oui, là, je suis en tant que membre. Merci, Eric. En tant que membre à Torah. Il y avait Marc aussi qui fait partie du bureau, qui a dû, je présume, partir parce que je ne le vois plus.
Et donc, je suis membre du bureau en tant que secrétaire adjointe à la Torah. Et en temps normal, dans presque une autre vie, j'ai envie de dire, je suis aussi commercial chez Capital Tour, Tour Operator, qui bien entendu revend cette belle destination, que ce soit en brochure, avec des départs GIR, départs garantis, ou en groupe privatif de 15 à 30, 40 personnes s'il le faut. Et je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure Eric, plus petit le groupe est, mieux ça se passe parce que ça permet de plus amples rencontres et du temps passé sur place. Voilà. Je remercie tout le monde d'être venu aussi nombreux aujourd'hui pour la présentation. Encore merci à Diana et à Pierre. On vous fera parvenir. Merci aussi à Yenny qui est venu participer, même si on t'a pas donné tant de parole. C'est un petit peu juste et ça fait beaucoup, mais pour toute info, si j'ai bien compris, les agences passent par Eric pour avoir des devis et des informations sur Cuba de ta part. Tout en sachant que prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine avec, je crois que c'est la semaine prochaine ou semaine d'après, j'ai plus le calendrier en tête, avec la Guadeloupe. Et le 8 avril, oui, c'est ça. Le premier, oui, c'est presque un poisson d'ailleurs. Le 1er avril avec la Guadeloupe et puis d'autres surprises qui viendront en suivant. Donc merci à tous, passez une excellente après-midi ou fin de journée et puis on se revoit très très vite et encore merci à Pierre et à Diana de votre présence et de votre aide. Diana, moi j'ai une dernière question par rapport à Diana, Pierre, il faudrait qu'on refasse quelque chose avec les agences des Antilles parce que 10 h du matin aux Antilles, ça passe pas. Je ne serai pas aussi volubile. Non, 15 h, c'est l'idéal pour elle. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire en général. Tu me diras. On en reparlera plus tard. Restez optimiste. Merci beaucoup. Et on le reste. Bravo. Merci à vous. Et on reste optimiste, ça va repartir bientôt, on y croit, on y croit. Ciao, ciao tout le monde, bonne fin de journée. Bonne journée. Merci toi aussi. C'est marrant parce que du coup ça vient plus là. Ah, oui. Par moment, ça...